toutes et à tous. Je vais commencer par remercier les orateurs oratrices de la précédente présentation parce que, en parlant de handicap invisible, pour moi c'est un peu difficile de rester debout longtemps. Donc on va voir si je tiens là pendant le temps de la présentation. Mais voilà. Donc ouais, je viens vous parler de blockchain parce que c'est un truc que j'aime pas pour plein de bonnes raisons. Et en fait, c'est parce que quand j'ai vu passer l'appel des JIRES là cette année, il y avait deux thèmes qui étaient mis en avant, qui étaient la souveraineté et la sobriété. Et je me suis dit genre, j'ai un message à faire passer qui concerne ces deux aspects-là, notamment dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, il n'y a plus le focus sur les slides, si ça y est. Donc, on va commencer par le commencement. L'idée de la présentation, c'est d'essayer de rendre accessible le fonctionnement et de comment ça fonctionne ces technologies, les blockchains, pour en comprendre les limites et pourquoi il ne faut pas en utiliser, notamment pour les questions de diplôme, etc. dans l'enseignement supérieur, puisque c'est ça qui est à la mode, et c'est le genre d'infrastructures qui sont mises en place dans certains établissements déjà. Donc, une blockchain, c'est quoi? C'est un registre distribué, unique et immuable qui doit nécessiter aucune confiance pour garantir ses propriétés. Alors normalement, si vous ne savez pas déjà ce que c'est, ça ne vous a pas beaucoup aidé, mais on va détailler un petit peu. Donc, registre, c'est un mot où il n'y a pas de piège. C'est le même mot que dans la langue naturelle. Okay. Donc c'est un document où on consigne des faits. Donc là, en l'occurrence, c'est un fichier, quoi. Voilà. Distribué, ça veut dire que chaque participant en possède une copie. Alors, je fais juste une aparté là, je vais parler de participants à chaque fois parce qu'en vérité, c'est des machines, c'est pas des gens. Donc je vais pas dire participant-participante à chaque fois. Ok. Mais c'est intentionnel, c'est parce qu'on parle de serveurs, de logiciels, etc. En vrai, hein, pas de personnes. Voilà. Donc distribué, ça veut dire que chaque participant en possède une copie. Donc chaque entité qui veut écrire dans le registre en possède une copie. Unique, ça veut dire qu'il doit exister qu'une seule version du registre. Donc ça veut dire que toutes les copies doivent être identiques. Et immuable, ça veut dire que une fois qu'on y a consigné quelque chose, ça doit être impossible de modifier le registre. Donc on peut ajouter du contenu, mais on ne peut plus modifier ou supprimer ce contenu. Voilà. Et donc tout ça, ça doit être mis en œuvre en l'absence de confiance envers quiconque. On est dans une situation de défiance généralisée, on a confiance uniquement en soi-même. C'est vraiment l'esprit politique dans lequel cette technologie est conçue. Et on ne doit pas non plus pouvoir connaître l'ensemble des participants. Wouhou, l'accessibilité. Merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment mieux. Donc, on ne peut pas connaître l'ensemble des participants non plus, parce que si on connaît l'ensemble des participants, en fait, on a des solutions beaucoup plus simples que les blockchains pour mettre la même chose en œuvre. Donc, je vais détailler tout ça. Alors, à quoi ça sert une blockchain? Donc, il y a des gens qui s'en servent pour beaucoup de choses, mais pourquoi ça a été inventé d'abord? Ça a été inventé pour pouvoir être un registre de transactions en crypto-monnaie. Les blockchains, c'est une technologie qui a été inventée pour Bitcoin en fin 2008, okay, enfin, qui a été publiée fin 2008. Donc l'idée, c'est que les transactions, on ne va pas les y stocker dans le registre une par une, on va les y ajouter en blocs pour des questions d'efficacité. Et donc ça va former une chaîne de blocs, d'où le nom, chaîne de blocs, blockchain. Et l'idée, c'est que avant chaque ajout d'un bloc dans le registre, d'un bloc de transaction dans le registre, on va pouvoir vérifier que les transactions que le bloc contient sont valides. C'est-à-dire que si Alice veut envoyer 3 bidule coins à Bob, il faut qu'elle possède ces 3 bidule coins et qu'elle ait autorisé la transaction. Okay. Et donc à chaque ajout, en plus de vérifier que les transactions qui sont écrites les transactions crypto-monnaies qui sont écrites dans le registre sont des transactions valides, on va essayer aussi de garantir ces propriétés, de garder cet invariant, où on va garder les propriétés de distribution, unicité et immuabilité. Et donc, évidemment, vous avez tous et toutes déjà entendu parler de projets à base de blockchain qui veulent faire complètement autre chose que de la crypto-monnaie. De gens qui vous disent « Non, mais nous on utilise une blockchain parce que c'est une super technologie, on va mettre des diplômes dedans, rien à voir avec de la spéculation ou de la crypto-monnaie. Okay » Je vous propose qu'on revienne à ça une fois qu'on aura compris qu'est-ce que c'est et comment ça marche pour de vrai, et c'est quoi les limites de la technologie. Voilà, donc en particulier sur les diplômes, puisqu'on est dans des journées dédiées à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc, comment on met en œuvre ces choses-là? L'idée, c'est que chaque bloc, il va être identifié cryptographiquement par son contenu. Donc c'est une fonction de hachage qui est utilisée. Pour ceux et celles à qui ça parle, pour les autres, c'est pas du tout un souci. En gros, on a un nombre qui est généré à partir du contenu du bloc exactement, et tant que le bloc ne change pas de contenu, on est capable, à partir du contenu, de régénérer cet exact même nombre, et on ne sait pas le faire dans l'autre sens.
Okay, à partir du nombre, on ne peut pas régénérer le bloc. On a des outils cryptographiques qui nous permettent de faire ça. Et donc ça veut dire que l'intégrité d'un bloc, à partir de son identifiant, on peut la vérifier. On reprend le contenu du bloc, on recalcule l'identifiant, si c'est bien celui auquel on s'attend, c'est que le bloc n'a pas été modifié. Okay. Et chaque bloc contient l'identifiant du bloc précédent dans la chaîne. C'est comme ça qu'on la fabrique, la chaîne. Et du coup, ça veut dire que si on modifie ne serait-ce qu'un bit d'un bloc, son identifiant change, et donc pour que la chaîne soit cohérente, il faut changer son identifiant dans le bloc suivant, et donc ça change le contenu du bloc suivant, et donc son identifiant change, et on a une réaction en chaîne comme ça. Et c'est de cette façon-là qu'on va simuler l'immuabilité. Okay, parce que c'est un fichier, il ne peut pas être vraiment immuable. Hein. Si je suis root, ou on dit sur Windows, super administrateur, je sais pas quoi là, sur mon ordinateur, je peux modifier le fichier, quoi qu'il arrive, quelles que soient les permissions. Okay. Donc on va simuler l'immuabilité de cette façon-là, avec ces outils-là cryptographiques. Et donc, une fois que les participants se sont mis d'accord sur un bloc à ajouter au registre, ce bloc il va être transmis en pair à pair à l'ensemble des participants du réseau qui veulent participer à cette chaîne de blocs-là. Chacun va pouvoir vérifier indépendamment la validité du bloc et des transactions qu'il contient, et puis l'ajouter à sa copie locale du registre, et c'est comme ça qu'on va mettre en œuvre la distribution. Okay, mais là, j'insiste sur un truc, le réseau sous-jacent, il est pair à pair, décentralisé, le registre, lui, il est distribué. Il y a beaucoup de discours autour des blockchains qui confondent les deux termes. Et donc, il nous reste à assurer l'unicité. C'est juste qu'il y a une feinte que je vous ai fait là, c'est que se sont mis d'accord, en vrai, ça ne marche pas dans les blockchains, puisque chacun joue que pour soi et on fait confiance à personne. Okay, en vrai, il y a des tas de cas où tout ce que j'ai dit jusque-là, on sait le faire très bien, et je pense qu'une bonne partie d'entre vous connaissez déjà, par exemple, Git, logiciel de gestion de version, qui fonctionne un peu sur le même principe, mais où effectivement les développeurs-développeuses se mettent d'accord pour garder la version main, là, la branche, voilà, et ils font l'effort de régulièrement récupérer les modifications, envoyer les leurs, etc. Et donc il y a une collaboration humaine qui est mise en place pour garder cette unicité de au moins une des versions communes du registre. Là, en fait, on ne peut pas faire ça puisque les participants ont des intérêts divergents. Okay, donc, il s'agit d'assurer l'unicité, mais dans un contexte de défiance généralisée. Okay, sinon, à nouveau, on n'a pas besoin d'une blockchain. Donc, pourquoi on a besoin de cette unicité ? Parce que, initialement, une blockchain, ça sert à consigner des transactions en crypto-monnaie. Si on n'a pas une seule version du registre, on peut avoir des problèmes de double dépense. Okay, par exemple, je fais exister une version du registre où j'ai déjà dépensé 4 bidule coins et une autre où je ne les ai pas encore dépensés, donc où je peux, pour les gens qui ont cette autre version, les redépenser. Okay, ça, évidemment, on ne veut pas faire ça. Donc, comment on fait pour... Alors oui, c'est des problèmes qui ne se posent pas avec la monnaie physique, hein, et d'ailleurs, dans le titre du papier de Bitcoin, ils disent peer-to-peer cash electronic system, c'est pas du cash, hein, c'est un mensonge, c'est de l'argent complètement scriptural, enfin de l'argent. C'est des actifs complètement scripturaux, c'est des jeux d'écriture, ça ne simule pas du cash. Okay, on sait simuler du cash avec des technologies comme GNU Taylor, par exemple, ça n'utilise pas de blockchain. Donc, garantir l'unicité d'un registre, on vient de voir que c'était nécessaire, et c'est facile à faire quand on est sur un truc centralisé, okay, parce que par exemple, il suffit que l'autorité centrale dise c'est celui-là, et voilà. Donc il y a une seule source d'autorité, ou quand il est distribué, mais que les participants coopèrent pour tenir leur version à jour. Okay. Là, coopérer, c'est hors de question. Parce qu'on fait confiance à personne, donc la seule solution qu'on a, ça va être de simuler le fait que le registre est centralisé, de la même manière qu'on simule son intégrité avec des propriétés cryptographiques. Okay. Et donc, simuler la centralisation, en fait, ce que ça revient à dire, c'est qu'on va vouloir résoudre le problème du consensus distribué. Donc le problème du consensus distribué, c'est quoi ? C'est un problème d'informatique distribuée. L'idée, c'est de mettre d'accord ensemble un ensemble de participants sur une valeur, n'importe laquelle. C'est pas un vote, hein, c'est pas la valeur majoritaire qui gagne, etc. Hein, c'est juste, on a un algorithme qui tourne sur l'ensemble de nos participants, et à la fin, tout le monde, toutes les machines, dans un réseau de capteurs, par exemple, tous les capteurs, etc., voient la même valeur à la fin. Okay, quelle que soit cette valeur, l'idée, c'est juste qu'ils en aient une et qu'ils soient convaincus que tous les autres ont la même. Okay, dans le cadre de notre blockchain, cette valeur, ça va être le prochain bloc qu'on va ajouter au registre. Okay, donc, dans le contexte de défiance généralisée des blockchains, comme on fait confiance à personne et qu'on ne connaît pas l'ensemble des participants, on ne peut pas dire on va faire chacun son tour. On ne peut pas dire non plus on va faire un vote. On ne peut pas dire non plus on va satisfaire tout le monde en mettant tout
tout ce que tout le monde a demandé dans le bloc, puisqu'il a une taille limitée pour tout un tas de questions d'efficacité, de ressources, etc. Et donc la seule solution qui a été trouvée, c'est de recourir à un tirage au sort non contestable. C'est ça le fameux minage. Minage qui est aussi un terme qu'on peut controverser, parce que très politique, mais on n'a pas trop le temps de rentrer dans ces détails-là. Donc, le fameux minage, on devrait plutôt parler de forge que de mine, mais c'est encore, voilà. Donc c'est un tirage au sort distribué non contestable. Donc il y a deux types de minage principaux, la preuve de travail et la preuve d'enjeu. Le principe de la preuve de travail, ça va être de dire que tous les gens qui veulent ajouter un bloc au registre, ils vont faire plein de calculs inutiles. C'est très important que ces calculs, et même même d'ailleurs les effets secondaires, les effets de bord de ces calculs, la chaleur produite, etc., doivent être absolument inutiles. Sinon on casse le modèle de sécurité. On pourra revenir sur cette question-là, pourquoi. Et donc ça va être des calculs inutiles qui vont en gros consister à tirer des choses comme si vous vouliez tirer des dés, quoi. Voilà. Jusqu'à trouver un certain nombre de, je sais pas, de 6 d'affilée. Voilà, ça revient à ça, si vous voulez une analogie. Mais plus exactement, le calcul, ça va être à nouveau cette fameuse fonction de hachage qui va être utilisée, où l'idée c'est qu'on va prendre le contenu du bloc et qu'on va le modifier avec une petite valeur, que là j'ai noté x, et qu'on va changer ce x en boucle. On va dire x égale 0, je teste, x égale 1, je teste, x égale 2, je teste, etc. Et on va vérifier si, par hasard, et c'est pas prévisible, par hasard, l'identifiant du bloc, en lui rajoutant ce petit x, est inférieur à un seuil qu'on aura décidé. C'est impossible de prédire dans ce cas-là qui trouvera une solution en premier, parce que pour chaque bloc, le x qui va réussir à faire ça est différent. Et donc, alors, ça dépend évidemment quand même beaucoup de la puissance de calcul. Les plus riches deviennent plus riches, on reste tout à fait dans cet état d'esprit-là, c'est toujours la même politique derrière. Mais malgré tout, il se peut que pour un certain bloc avec x égale 2, ça marche, et donc c'est le troisième x qu'on teste, alors que pour un autre bloc, il va falloir que x égale plusieurs millions de milliards, quoi. Et donc, ce x, ça va être une preuve de travail, puisque si je fournis le bloc et le x, n'importe qui peut en un seul coup recalculer le h et vérifier qu'il est bien inférieur au seuil. Et je ne peux pas, à partir du seuil et du bloc, retrouver le x. Je vous ai dit tout à l'heure, la fonction, on ne peut pas la faire à l'envers. Voilà. Donc ça, c'est le principe de la preuve de travail. Une fois que quelqu'un a trouvé une preuve de travail, il peut l'envoyer sur le réseau, et les gens sont obligés de constater, cette machine, ce serveur a réussi à faire ce calcul, c'est lui qui a été tiré au sort, c'est comme ça. La preuve d'enjeu, c'est parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, ça fait beaucoup de calculs inutiles, ça pollue, etc. » Ils ont raison. Donc la preuve d'enjeu, l'idée c'est vraiment de dire en fait on va éviter de faire tous ces calculs inutiles et on va faire un tirage au sort où on va faire confiance au résultat, parce que le tirage au sort va être pondéré, donc la chance de gagner va être dépendante d'une mise des participants. Cette mise, ça va être un montant de la crypto-monnaie de la blockchain en question qui va être bloqué, qui va être parié en quelque sorte, pour participer au tirage. Et plus on a misé gros depuis longtemps, plus on a de chances d'être tiré au sort. Et comme ces informations, elles sont publiques, elles sont sur la chaîne, le résultat du tirage au sort ne doit pas surprendre. Alors, évidemment, ça casse plein de propriétés de sécurité. Il y a l'idée derrière quand même que plus on peut miser gros, plus on a intérêt à être réglo, parce que ça veut dire qu'on a beaucoup d'actifs sur cette chaîne. Voilà. Malgré tout, ça reste moins solide que la preuve de travail en termes de sécurité et de cryptographie, et donc en fait c'est toujours couplé avec un peu de preuve de travail ou avec de la confiance, donc on casse un peu le modèle de sécurité qu'on s'était dit au début quand même, etc. Voilà. C'est rarement autosuffisant, voire jamais, la preuve d'enjeu. Bon. Donc là, ce qu'on vient de dire, c'est que quand même, dans le cas de la preuve de travail, il y a beaucoup de calculs inutiles, et pour inciter les gens à participer, il faut qu'il y ait une récompense. Cette récompense, elle ne peut pas être extérieure à la blockchain, parce que sinon ça veut dire que je dois faire confiance à une entité extérieure qui va distribuer les récompenses. Et donc je casse complètement mon modèle de sécurité, tout le système dépend d'une entité. Donc en fait, la seule solution qu'on a, c'est qu'il y ait une crypto-monnaie sur cette chaîne, et que cette crypto-monnaie ait une valeur, et qu'on en distribue aux gens qui trouvent un bloc. Ça veut dire aussi que quand les gens ils minent, là, quand ils font des calculs inutiles, ils ont tous un bloc différent. Donc, les blockchaineux, les cryptocars et tout ça qui vous disent genre « Ah, toi tu votes que tous les 5 ans, moi je vote toutes les 10 minutes avec Bitcoin, etc. pour choisir ça », ils votent pas, en fait, c'est un tirage au sort, et à la fin, ce qu'ils appellent un consensus,
c'est la sélection de 1 contre tous les autres. C'est une valeur qui n'a été proposée que par une seule personne, forcément, puisque c'est le bloc qui lui attribue à lui la récompense. Ok. Donc, cette récompense, elle doit provenir intrinsèquement de la blockchain. On a besoin d'une crypto-monnaie. Pour la preuve d'enjeu, c'est évident qu'il y a besoin d'une crypto-monnaie pour que ça fonctionne, puisqu'il faut qu'il y ait quelque chose à miser, et que pour les mêmes raisons, ça ne peut pas être quelque chose d'extérieur à la blockchain. Ok. Donc une blockchain, ça ne peut pas fonctionner sans crypto-monnaie. Les gens qui vous disent on fait une blockchain, on fait pas de crypto-monnaie, soit dans le meilleur des cas, ils utilisent le terme blockchain pour avoir des financements parce que c'est à la mode, et en fait, ils font pas vraiment une blockchain, soit ils savent pas de quoi ils parlent, soit les deux, soit ils font des bêtises, soit les trois. Voilà. Donc, ensuite, cette crypto-monnaie, il faut lui donner une valeur, parce que c'est qu'un jeu d'écriture, hein. Okay, c'est lié à rien dans la vraie vie. C'est pas comme une action d'une entreprise qui, quand même, vaut une part de l'entreprise, qui a, je sais pas, des bâtiments, des gens, voilà. C'est pas comme la monnaie qu'on utilise tous les jours, qui, parce qu'on a un État qui réclame des impôts dans cette monnaie-là et qui paye ses fonctionnaires avec, lui donne de fait une valeur. Là, c'est lié à rien dans la vraie vie. Donc, il faut trouver un moyen de lui donner une valeur. Alors évidemment, dans le mode de pensée très libéral, libertarien, la valeur d'une chose, ça peut être que marchand. Il n'y a pas de concept de valeur d'usage, voilà, de choses comme ça. Okay, et une valeur marchande, évidemment, hein, ça n'est que le fruit d'une loi d'offre et de la demande pour cette chose-là. Et donc c'est directement corrélé à la rareté de cette chose. Okay, voilà. Ça c'est un mode de pensée très simpliste, hein, mais bon, quand on pense comme ça, du coup la solution est simple, on limite la quantité de crypto-monnaies et on met en place un marché. Et comme ça, il y a une offre, il y a une demande, et la chose est rare, et donc ça a une valeur. Voilà. Et donc, la valeur d'un cryptoactif, techniquement, sa valeur, c'est très exactement ce qu'on pense que le prochain pigeon est prêt à payer pour. Okay, donc ça se rapproche de pyramide de Ponzi ou de la pratique d'une pump and dump. En économie, on appelle ça la théorie du plus grand fou. Voilà. Les crypto-monnaies, c'est des actifs purement spéculatifs, et du coup, utiliser une blockchain, ça dépend de mettre en place de la spéculation. C'est pas possible de faire sans. Okay, ou alors, c'est pas une blockchain que vous utilisez. Donc, maintenant que on voit un petit peu comment ça fonctionne et de quoi ça a besoin pour fonctionner, ça a quoi comme limite cette technologie? Donc, la première chose, et ça sera aussi la dernière parce que je veux vraiment insister là-dessus, c'est que s'il y a une autorité extérieure ou un tiers de confiance, comme dans la plupart des situations dans la vraie vie, puisqu'on est des humains humaines et qu'on est capable de se parler et tout, en fait, on n'a pas besoin de résoudre le problème du consensus distribué, et donc on n'a pas besoin d'une blockchain, on sait faire mieux, moins coûteux, plus efficace, plus sécurisé, etc., sans. Dans une situation de défiance généralisée, on n'a aucun tiers qui peut assurer la correspondance entre ce qui est écrit dans le registre et ce qui est vrai. Et donc, le seul usage valide de cette technologie, c'est quand c'est l'écriture qui définit la vérité. Et ça, c'est vrai que quand l'écriture, c'est par exemple une transaction en crypto-monnaie où la transaction elle a lieu parce qu'elle est écrite et pas l'inverse. Okay, et donc la seule application qui fait sens, en fait, ça va être celle-là. Toutes les autres, ça n'a pas de sens. Donc, on est un peu sur une technologie qui est la solution du problème de la solution. Okay, une blockchain, ça a besoin de sa crypto-monnaie pour fonctionner. La seule chose que ça sait faire, c'est une crypto-monnaie. Voilà. Bon, c'est un serpent qui se mord la queue, quoi. Ensuite, dans les limites, il y a une question de surcoût. Là, on est plus sur l'aspect sobriété. Okay, quand on veut vérifier la validité d'une transaction ou d'un diplôme sur une blockchain, il faut vérifier que l'émetteur de la transaction dispose bien de la crypto-monnaie qui doit être dépensée. D'accord ? Donc, je simplifie, c'est pas exactement comme ça, c'est un peu plus complexe en vrai, et voilà, mais ça veut dire qu'en gros, comme la blockchain, c'est une structure de données super inefficace qui ne liste que les modifications du système et pas l'état du système, c'est-à-dire que dans un registre de transactions, pour savoir si Alice elle a bien les 3 bidule coins à envoyer à Bob, il faut partir du début. On met Alice à 0, à chaque fois qu'elle reçoit des bidule coins, on les ajoute, à chaque fois qu'elle en dépense, on les enlève, okay, et à la fin, on voit s'il lui reste ça sur son solde. Mais on ne stocke pas le solde dans une blockchain. On stocke les modifications du solde. Okay, en vrai, c'est plus compliqué que ça, il y a des jetons et tout, mais je simplifie pour expliquer. Pour un diplôme, c'est pareil. Un diplôme, il faut regarder, est-ce que depuis le début, il a bien été donné, et est-ce qu'il n'a pas été révoqué entre-temps pour, je sais pas, du plagiat ou un truc comme ça. Okay. Donc, en fait, c'est pas possible de travailler comme ça, c'est beaucoup trop coûteux. Donc en fait, on va être obligé de toute façon de maintenir la vraie base de données, d'avoir l'état du système consolidé. Okay, sauf que cet état du système consolidé, à la place de l'avoir à quelques endroits
des autorités de confiance naturelles qui existent dans la plupart des systèmes, dans la vraie vie, et ben, en théorie, chacune est censé l'avoir, cet état-là. Donc ça veut dire que le coût d'une blockchain, c'est jamais à la place de l'alternative, c'est toujours en plus de l'alternative et multiplié par autant de fois qu'il y a de participants de l'alternative. En plus du coût de la blockchain elle-même. Donc même quand on a une blockchain pas à preuve de travail, c'est coûteux. Okay, donc en termes de sobriété, c'est 0. Donc ensuite, il y a un truc qui s'appelle la tragédie des communs. J'aime pas du tout le concept parce que bon, ça vient d'économistes libéraux qui disent « Ah, les communs, ça peut pas marcher parce que s'il y a des tricheurs, ça épuise le commun et il y a toujours des tricheurs puisque, évidemment, comme vous le savez tous et toutes, nous sommes des agents économiques rationnels qui cherchons à maximiser notre profit et rien d'autre. Donc, bon, en fait, le problème avec les blockchains, c'est que comme on connaît pas l'ensemble des participants, puisque par définition, on veut pouvoir permettre à tout moment l'arrivée de nouveaux participants. Okay, si on connaît l'ensemble des participants, on n'a plus besoin de blockchain, hein, on peut faire un vote, on peut... Voilà. Les nouveaux participants, comme je vous l'ai dit, ils font confiance à personne non plus, donc on doit pouvoir leur donner l'entièreté de l'historique du registre. Ils sont capables de vérifier qu'il est intègre, que les calculs ont bien été faits et tout, avec toujours les mêmes techniques. Hein. Mais il faut leur filer tout l'historique. Okay, ce registre, il se trouve que, évidemment, comme on peut que ajouter des choses dedans, il fait que grossir. De plus en plus. Okay, et donc, à la fois son stockage et son partage sont de plus en plus coûteux. Okay, et si on est vraiment dans une situation de défiance généralisée et de concurrence, on se retrouve face à une forme de dilemme du prisonnier où, de fait, la tragédie des communs, elle va s'appliquer, puisqu'on est dans le mode de pensée qui, à la fois, a imaginé la tragédie des communs et les blockchains. Okay, celui de l'ultra-individualisme, en fait. Okay. Et sinon, il faut admettre que toute organisation sociale, mais quelconque, nécessite de l'altruisme et de la confiance. Mais ça remet en cause les hypothèses qui rendaient nécessaire le recours à une blockchain en premier lieu. Okay, parce que si on n'a pas ça, en fait, le plus radin en stockage du ça, comme de toute façon, je vous ai dit qu'il doit garder l'état de la blockchain, lui, ce qu'il peut faire, c'est juste qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau bloc qui arrive, il consolide son état. Okay, il applique le diff, il applique la modification de l'état du système. L'historique, il en a plus besoin. Donc il va pas le garder pour lui, le coût de le stocker et de le partager, il arrête. Okay, sauf que du coup, quand lui, il arrête, ce qu'il faisait lui, le coup se déporte sur les autres, et peut-être que celui qui est un peu moins radin, mais quand même un peu, il va arrêter aussi, etc. etc. Okay, donc en fait, c'est pas une technologie pérenne. Okay, donc voilà, tragédie des communs, je vous ai dit, c'est une notion que j'aime pas, mais qui là, malheureusement, s'applique. Enfin, malheureusement, c'est comme ça que c'est conçu, quoi. Bon, ensuite, il y a un autre problème, c'est celui d'un espèce d'élitisme forcené, un petit peu, que si on était vraiment dans les hypothèses de décentralisation absolue qui sont voulues par cette technologie et qui sont nécessaires à ce qu'elle soit utilisée de façon à garantir les propriétés qu'elle est censée garantir, donc de défiance généralisée, etc., en fait, ça suppose que tout le monde est capable de utiliser, gérer, sécuriser fiablement des clés cryptographiques. Et ça, j'ai pas besoin de dire, je pense, dans cette salle que c'est complètement illusoire, ok ? Même des gens dont c'est le métier font des erreurs. Il y a encore 1 an et demi, les gens de chez GitHub ont fait fuiter une clé privée, enfin, bon, voilà. Donc ça, c'est pas raisonnable. Ça pose également des problèmes techniques et politiques, hein, puisque c'est impossible d'imposer des décisions collectives. Il n'y a que la personne ou les personnes qui possèdent une clé privée qui peuvent faire des choses avec le compte en question. Okay, alors, s'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est la cryptographie asymétrique avec les privés, justement, hein, tant pis. Donc, il y a aussi le fait que les erreurs sont irréparables, okay, c'est immuable, hein, donc vous faites une transaction dans un sens, si vous envoyez de l'argent à un compte qui n'existe pas, ce qui est totalement possible, il ne sera jamais récupérable. Si vous perdez une clé privée, pareil, okay, on estime actuellement qu'il y a entre 15 et 20% des bitcoins qui ont été émis, qui sont perdus à jamais, enfin, ils sont perdus. On peut les voir, ils sont là, mais on ne peut pas les toucher, quoi. Okay. Et donc, l'autre chose qui est dans le discours souvent qu'il faut déconstruire, c'est que l'alternative à la décentralisation absolue, c'est pas une dichotomie, c'est pas la centralisation. D'accord ? On n'est pas soit ultra-individualiste, soit un régime autoritaire totalitaire. Okay, en termes d'architecture réseau, par exemple, il y a un truc qui marche très bien, qui s'appelle la fédération, qui est une approche pragmatique, et qui en fait est l'approche qui est utilisée dans la vraie vie pour tout, y compris, il se trouve, pour les blockchains et les crypto-monnaies, puisque en fait, la plupart des gens qui utilisent ça, mais genre quand je dis la plupart, c'est vraiment
beaucoup de gens qui utilisent ces trucs-là, en fait, sont sur des plateformes d'échange complètement centralisées, ne possèdent parfois même pas leur propre clé privée, d'accord. Ils utilisent un site qui est une interface de site de trading, et puis voilà, ils sont pas du tout en possession vraiment de leur portefeuille, qui est un très mauvais terme aussi. Et en fait, tout ça, ça implique la possibilité de confiance. De fait, quand on fait ça, on fait confiance au site, et donc on sort du cadre qui justifie le recours à une blockchain initialement. Voilà. Donc en plus d'être politiquement indésirable, la décentralisation totale, ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est un mythe libertarien individualiste, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Donc, je reviens sur le premier point. En fait, ce qui a fait de la confusion, c'est que le premier usage des blockchains, les crypto-monnaies, dans ce cas-là, l'écriture, elle est performative. C'est parce qu'on écrit que la chose est vraie. Et donc, de fait, l'avoir écrit dans la blockchain, ça apporte des garanties. Mais c'est vrai pour rien d'autre, quand on n'est pas sur une transaction où, en fait, c'est le fait d'avoir écrit la transaction dans le registre, puisque le registre fait foi, qui fait que la transaction a eu lieu, et en fait, les choses ne sont pas vraies parce qu'elles sont écrites. On voudrait plutôt l'inverse, quoi. Et donc, dans le cas d'une certification, il faut bien qu'il y ait une autorité de certification, sinon, ce qui est écrit, ça ne vaut rien. Dans le cas d'un contrat, les libertariens ont un peu du mal à comprendre qu'un contrat, c'est pas entre deux personnes. Il y a toujours un tiers qui est là pour faire appliquer le contrat, genre la justice, voilà, des choses comme ça, parce que sinon, en fait, c'est juste la loi du plus fort, ce qui leur va probablement très bien. Dans les situations de traçabilité, là, je sais pas si vous avez vu, mais vous avez certaines boîtes d'œufs ou des bouteilles d'huile d'olive qui ont des QR codes dessus pour aller vérifier la traçabilité dans une blockchain. Mais en fait, la traçabilité, il y a un moment donné où, genre, si moi je dis oui, le conteneur il est passé par là et que je l'écris dans la blockchain, c'est bien, après je peux plus le modifier. Mais ça, on sait le faire sans blockchain, mais par contre, on me fait confiance à moi que le conteneur il est bien passé par là. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Il faut qu'il y ait à un moment donné quelque chose qui sorte et qui permette de garantir la correspondance entre ce qui est écrit et ce qui est vrai. Alors il y a des gens qui veulent l'utiliser pour le vote électronique, et là j'ai toujours pas compris quel problème du vote électronique, qu'il y en a plein, une blockchain est censée résoudre. Mais voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la seule vérité qui est garantie par l'écriture d'une information sur une blockchain, c'est que cette information, elle est écrite sur cette blockchain, et c'est tout. C'est la seule chose que cette technologie fait. En termes de garantie, je veux dire. Voilà. Donc, dans le cas des diplômes, la valeur d'un diplôme, c'est quoi? C'est la valeur de confiance qu'on accorde à l'établissement qui délivre le diplôme. Pas tout le monde peut distribuer des diplômes en arrivant comme ça, sinon ça n'a pas de sens. Par ailleurs, la propriété d'un cryptoactif, que ce soit sous forme de NFT comme ils font les diplômes, ou sous forme de jetons comme pour les crypto-monnaies, c'est d'être transférable. Vous voulez qu'on organise un marché secondaire des diplômes? Voilà. Et donc, par ailleurs, et là on revient sur la souveraineté, le deuxième thème, la vérification, elle va toujours se faire à travers un tiers de confiance. Il n'y a aucune entreprise qui va maintenir toute une infra de blockchain pour tous les diplômés, on va dire de France, mais pourquoi pas d'Europe, vu que les ambitions de certaines startups, Blockchain for Education et compagnie, pour les quelques recrutements qu'elle fait chaque année. Donc en fait, cette vérification, elle va être déléguée. L'entreprise va demander genre est-ce que on suppose que, même en supposant qu'il n'y en a qu'une seule de blockchain, parce qu'évidemment il va y en avoir plusieurs en concurrence si on fait ça, etc. Mais donc en pratique, soit la vérification elle va être déléguée à l'établissement qui a délivré le diplôme, ce qui est le plus naturel et qui est vraiment la meilleure hypothèse, soit comme ça commence déjà à être fait dans certains établissements, regardez vers le nord, ça va être délégué à la start-up qui a vendu le produit à l'établissement. Et donc, en fait, on va avoir la confiance en la blockchain à travers une page web qui interroge la blockchain de la startup. Du certificat. Là, en termes de souveraineté et de confiance, je ne sais pas pourquoi on a payé tout le truc de la blockchain, parce que tout ce qu'on a fait, c'est mettre des pages web sur le site de quelqu'un d'autre pour dire que telle personne avait un diplôme, C'est catastrophique. Mais bon. Donc, comme en plus, c'est pas pérenne, il faut un service public d'archivage de toute façon. Pourquoi pas juste ne pas utiliser de blockchain et laisser les établissements archiver leurs diplômes comme ils le font déjà, en fait. C'est peut-être plus simple, moins coûteux, plus efficace. Et alors, si on veut absolument numériser tout ça, parce que, je sais pas, on n'aime pas le papier ou un truc comme ça, on dit dématérialiser, vous savez, c'est genre quand il y a une feuille de papier, c'est matériel, quand il y a 14 serveurs, 12 routeurs et tout ça, c'est dématérialisé, Voilà. Donc, en fait, faire de la certification numérique, on sait faire depuis un petit moment, en mieux, moins cher, plus simple, plus sécurisé qu'en utilisant des blockchains, ça s'appelle les certificats X509.
c'est une recommandation de l'Union internationale des télécommunications. Ça marche tellement bien que vous l'utilisez à chaque fois que vous envoyez un mail, chargez une page web, etc. Et si vous voulez l'analogie avec le système qui est utilisé pour tout ça, les autorités racines, celles que vous avez déjà dans votre /etc/cert/ssl là, ou je ne sais pas où c'est sur les autres systèmes, c'est le gouvernement, d'accord, qui va accréditer, des autorités de confiance, d'accord, des autorités de certification. Les autorités de certification, c'est les établissements qui sont capables de délivrer des diplômes. Les certificats, c'est les diplômes. Voilà. Donc j'ai déjà dépassé, donc je passe sur ça, et puis voilà. Si vous avez des questions. Merci Pablo. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Y a-t-il des questions ? J'en vois. Bonjour. Bonjour. Hervé Ciodo du laboratoire SPIN au CNRS. Je voudrais aussi insister aussi sur le côté du vote électronique, puisque beaucoup de vendeurs de vote électronique nous mettent la blockchain. Et il y a un danger que vous n'avez pas évoqué, qui est parce qu'on peut mettre des données sur la blockchain et même chiffrées. On va dire, par exemple, on va mettre votre bulletin de vote chiffré sur la blockchain, ça vous pourrez toujours vérifier. Mais on n'explique pas qu'un jour, si le protocole de chiffrement est pété, c'est tous les votes de ce que vous avez fait qui seraient révélés. Donc ça, c'est aussi pour démonter un des mensonges des vendeurs de la blockchain. Et voilà, je voulais faire cet apport. Et en tout cas, merci pour cette présentation. De rien. Et puis pour compléter là-dessus, qui est très juste, une des propriétés qu'on veut assurer quand on met en place du vote électronique, c'est qu'en fait, vous n'avez pas vous votez de chez vous, quoi. On n'est pas en train de vous voir dans un isoloir tout seul, toute seule quand vous êtes en train de voter. Et donc, une des propriétés nécessaires quand on met en place du vote électronique, c'est de pouvoir changer son vote. Et sans que une personne qui éventuellement aurait été à côté de nous sur l'ordinateur, je sais pas, par exemple, vous votez pour les élections au conseil d'administration, il y a le chef qui vous dit genre il faut aller voter et tout, et puis il vous demande de voter pour telle liste plutôt que pour telle autre, sans le dire, mais voilà, vous connaissez la situation. En fait, il faut que le soir chez vous, vous puissiez vous reconnecter et changer votre vote, si jamais vous aviez été contraint plus ou moins, voilà, ou contrainte. En fait, si on le fait sur une blockchain, ça va se voir qu'il y a eu 2 votes. On peut pas changer un truc, il faut rajouter autre chose. Et donc, techniquement, ça fait que le chef pourrait voir que vous avez changé votre vote. C'est vraiment, ça, non seulement ça ne résout pas de problème du vote électronique, mais en plus ça en pose d'autres, quoi. Merci beaucoup pour cette présentation. Jean-Luc Parouti, pardon. J'avais eu le plaisir de faire une présentation sur le Bitcoin au GIRES il y a quelques années. Je n'avais pas tout compris parce que j'en ai pas acheté à cette époque alors qu'il était à 250 €. Donc voilà, mais au moins sur quelques aspects techniques, j'avais retenu 2-3 trucs. Et voilà, il y a quelques limitations dans la présentation, il me semble, c'est que par exemple, les blockchains ne servent pas qu'à gérer des crypto-monnaies, elles servent aussi à gérer des smart contracts avec Ethereum par exemple. Et là, on a une architecture qui est complètement différente. On a un mode de fonctionnement qui est complètement différent, puisqu'il y a un pilotage dans le projet qu'on n'a pas avec Bitcoin, bien évidemment. Après, un autre aspect qui me semble important, c'est quand même les problèmes de sécurité. Le premier ou la première qui réussit à craquer l'écosystème Bitcoin, il y a quand même une sacrée cagnotte à récupérer derrière. Et manifestement, c'est pas arrivé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de systèmes, beaucoup d'infrastructures, beaucoup de systèmes d'organisation numérique qui aient résisté avec autant d'enjeux depuis aussi longtemps sans avoir de problème. Donc, on est quand même sur des architectures qui sont extrêmement intéressantes parce que extrêmement robustes. Et par rapport à X500, 9, une différence fondamentale, c'est que justement, on n'a pas de tiers de confiance. On a une communauté qui fait tiers de confiance, puisqu'il faut qu'il y ait une majorité des acteurs qui soient honnêtes, ce qui n'est pas toujours acquis, on est bien d'accord. Mais par opposition au système de certification, où là, on a eu quand même un certain nombre de compromissions sur des IGC, quoi. Donc on a quand même quelque chose qui est extrêmement robuste, extrêmement polyvalent par le biais des contrats, et je pense qu'effectivement, alors là, pour la partie vote, la problématique est complètement différente, et je serais beaucoup moins enthousiaste à utiliser une blockchain pour du vote électronique, et le vote électronique me semble soulever beaucoup de questions par ailleurs de toute façon. Par contre, pour enregistrer des diplômes, oui, une blockchain reste quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que c'est le seul système numérique aujourd'hui que l'on ait qui ne soit pas centralisé, qui permette de faire de l'archivage certifié avec preuve d'antériorité, quoi. Voilà.
Soyons précis, sans que ce soit centralisé. Ok, donc il y a au moins 4 ou 5 éléments dans la question, donc je ne sais pas si je vais répondre à tout parce que je ne sais pas si je vais me rappeler de tout. La première chose, c'était sur les smart contracts. Alors, les smart contracts, en fait, c'est limité exactement de la même manière que, c'est-à-dire que ça peut fonctionner, hein. C'est juste que dès que ça agit sur quelque chose d'extérieur, on sort du modèle de sécurité, et donc tant que le smart contract, ses actions, c'est pas de faire des transactions qui sont un jeu d'écriture, on revient sur les mêmes limitations. Ensuite, sur l'aspect c'est décentralisé, etc. Oui, mais ça, encore une fois, ça n'existe que dans la tête des gens qui pensent comme ça. Parce que dans la vraie vie, un diplôme, c'est délivré par un établissement et ça n'a de valeur que si on fait confiance à cet établissement. Donc, en fait, il n'y a pas besoin de tiers de confiance, mais les tiers de confiance sont naturellement là. On ne peut pas s'en passer, sinon vos diplômes ne valent plus rien. Si tout le monde peut dire « ouais, je distribue des diplômes comme ci, comme ça », en fait, on nous oublie les diplômes. Ça ne veut rien dire. Ok. Je sais plus quels étaient les autres éléments, vous pouvez me redire? Il y avait l'histoire des smart contracts, l'histoire de décentraliser. Ah oui, c'était sur la solidité. Mais en fait, les technologies cryptographiques robustes qui sont utilisées dans Bitcoin, par exemple, on sait lesquelles c'est. Elles n'ont pas été inventées pour Bitcoin. Ok. Et donc, si on les utilise à côté, on a la même solidité. Okay, les propriétés cryptographiques ne sont pas intrinsèques à la blockchain. Les algos cryptographiques sont des algos cryptographiques standards, etc. Et je le redis, hein, la preuve de travail, qui soi-disant solidifie la blockchain, n'est que un mécanisme de tirage au sort. Ça ne rajoute pas de sécurité. Sur l'aspect immuable, vous avez la même chose sans preuve de travail avec Git, même plus solide, okay, avec exactement les mêmes propriétés d'intégrité sur le fait que on a l'antériorité pareil, on a l'immuabilité pareil, etc. Sauf que si vous avez par exemple, je sais pas, mettons que, allez, soyons fous, on prend toute l'Europe, on va dire qu'il y a 10 000 établissements diplômants, même allez 100 000, ok. En fait, mettre en place des diplômes, on n'en distribue pas tous les 2 jours, hein, d'accord, on peut faire ça genre tous les 2 mois par exemple, ou un truc comme ça, donc c'est encore plus léger, mais mettre en place un espèce de système de registre distribué, public, immuable, ok, avec 0 blockchain, 0 preuve de travail, 0 preuve d'enjeu, etc. ok, juste cette chose-là, même sans réinventer une technologie, hein, juste on prend Git et on fait comité, donc je ne sais pas si je parle à tout le monde, je suis désolé, mais on fait enregistrer l'ensemble des diplômes à chaque établissement à tour de rôle comme ça, ok, et ils ont le droit de dire je passe si quand c'est leur tour ils n'ont pas de diplôme à mettre dedans. En fait, ça coûte rien et ça apporte exactement les mêmes propriétés de sécurité, les garanties, etc. Exactement les mêmes. Et même plus parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut arriver avec beaucoup de puissance de calcul ou ça et qui peut casser le hash. Okay, en disant genre j'ai réussi à trouver un seuil plus petit qui fonctionne pour tel truc en l'ayant modifié, etc. Okay, parce que ça sera celui-là et rien d'autre. Voilà. Donc, en fait, pour tout ce qui va être crypto-monnaie, etc., ça fonctionne. Okay, après, est-ce qu'on veut de ces choses-là, c'est une autre question. Vous avez compris que moi, j'en veux pas, mais voilà. Pour les smart contracts, oui, ça fonctionne tant que ces smart contracts, les actions qu'ils font, c'est des transactions, toujours de cette truc de crypto-monnaie, qui c'est purement du jeu d'écriture. Mais vos smart contracts j'ai déjà vu ça pour de vrai dans des articles de juristes, hein, vos smart contracts qui vont verrouiller la porte d'entrée si vous payez pas le loyer ou verrouiller votre frigo si vous payez pas la facture d'électricité, ok. Non seulement c'est un truc de connard, hein, disons-le comme ça, mais en plus de ça, verrouiller la porte d'entrée depuis une blockchain, ça marche pas, ok. Verrouiller la porte d'entrée, c'est un appel à je sais pas quel service qui va, et donc on fait confiance à ce service-là, nécessairement pour que le smart contract fonctionne. Dès qu'on sort de la blockchain, il faut qu'il y ait une garantie de correspondance entre ce qui est écrit dans la blockchain et ce qui est vrai dans la vraie vie. Et ça nécessite de la confiance. Et donc on sort du cadre où on a besoin d'une blockchain. Voilà, c'est ça qu'il faut se rappeler. Est-ce qu'on a une dernière question dans la salle ? Bonjour Aziz. Bonjour Aziz Alaoui, l'université Rennes 2. Bonjour. J'ai une question plutôt subsidiaire qui n'a rien à voir avec l'objet de votre exposé. A priori, d'après Google, vous êtes spécialiste dans votre domaine de recherche de la sécurité informatique émancipatrice. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce paradoxe de la sécurité et de l'émancipation ?
Merci. Oui, pas de souci, c'est rigolo comme question, je m'y attendais pas. Non, mais l'idée derrière ça, c'est une façon de dire que j'essaye de faire... en gros, quand je fais de la recherche et dans les sujets de recherche que je choisis et l'approche que je prends, j'essaie de me rappeler que les technologies sont pas neutres, qu'elles existent dans un monde où il y a des rapports de domination qui existent, etc. Et que... on peut faire de la sécurité, par exemple, prenez votre smartphone Android, il est sécurisé parce que vous avez le Play Store, etc., qui scanne les applications pour vous et tout ça. Pablo, vous avez pas la main. Je te laisse 10 secondes. Ok. Vous n'avez pas la main là-dessus, d'accord? C'est de la sécurité qui va dépendre de Google, qui n'a pas les mêmes intérêts que vous. Ok. Et de la même manière, vous pouvez penser la sécurité, les modèles de contrôle sur les données personnelles, etc., pas du point de vue de j'ai une entité qui contrôle les choses et qui fait en sorte que c'est bien pour les gens, mais du point de vue des gens, des groupes sociaux, etc., en regardant les choses de leur point de vue plutôt que depuis l'entreprise ou l'État. Voilà. De rien. Merci. Merci Pablo.